Chers amis du Ciel Bleu Astrologie, bonjour à vous tous, bienvenue au nouveau. Merci de me retrouver pour cette petite série concernant l'affaire Grégory. Vous savez que cette année 2024 a été, notamment au moment du 16 octobre, l'anniversaire des 40 ans de la disparition du petit Grégory. Vous savez que cette affaire nous a tous marqués et que nous avons tous à cœur qu'elle soit résolue dans un délai raisonnable, on va dire, puisque ça fait déjà 40 ans. Alors, grand bien m'a pris de vouloir revisiter des choses, notamment sous l'angle et la lorgnette, bien sûr, de l'astrologie et de quelques connaissances en transgénérationnel. Je me suis appliquée à étudier dans un premier temps, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être pas, je ne sais pas encore, le thème principalement de Muriel Boll et de sa sœur Marie-Ange Boll également. Parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé et pourquoi j'avais perçu à l'époque autant de mystères, autant de choses incohérentes qui, et comme tout le monde d'ailleurs, comme vous tous, qui nous paraissaient surprenantes et qui aujourd'hui encore laissent beaucoup de gens perplexes. Alors, sans plus attendre, je vais commencer. Je pense que je découperai cette série de podcasts en plusieurs pour pas que ce soit trop lourd pour vous à écouter et que ce soit accessible. Alors, nous commençons en se rappelant une chose, c'est une citation d'Einstein qui disait « Rien n'est plus proche du vrai que le faux ». Donc je me suis dit finalement, puisqu'on n'arrive pas à trouver la vérité dans cette affaire, pourquoi ne pas partir sur l'idée du faux, l'idée du mensonge, l'idée de quelque chose qui cloche. Il faut donc repenser le cadre, élargir, peut-être voir la quête autrement, ne pas forcément chercher la vérité, le coupable de prime abord, mais plutôt partir questionner le bien fondé du secret, du silence, du mensonge de vie. Et là, on va devoir s'intéresser peut-être à l'analyse transgénérationnelle et aux liens invisibles entre les personnes. Alors, qu'est-ce que l'on cherche à cacher et pourquoi garde-t-on les choses cachées? À qui cela bénéficie-t-il? Peut-être qu'on pourrait, pour comprendre un peu mieux l'histoire, écouter notre cher Christophe Ondelat, un journaliste émérite qui connaît bien l'affaire, tout au moins qui connaît bien les affaires criminelles, tout au moins, même s'il connaît un peu moins cette affaire, il a un très bon avis sur la question et il a su mettre en exergue certains points qui peuvent poser question. Il expose les faits et il expose le contexte atavique dans lequel cette affaire a baigné. Alors je vous invite à l'écouter, j'ai mis le lien en dessous de ce podcast. Et puis, comme dans tout contexte familial, nous allons très vite comprendre qu'il existe des conflits et des conflits de loyauté également. Ces conflits de loyauté sont surtout invisibles et ils vont à la longue générer et répéter ce que l'on appelle des secrets de famille. Donc, dans cet abominable qui conduit à l'abominable, tant dans la source de ce qui n'a pas été vu à la lumière de la conscience, eh bien cela reste une souffrance condensée. Il y a certainement à l'origine, comme dans toute problématique familiale, à l'origine un secret de famille, dans des mémoires incestueuses de fait ou incestuelles, qui sont induites par non pas forcément des passages à l'acte, mais aussi des fonctionnements étriqués d'un entre-soi lorsque les familles fonctionnent en huis clos. Et c'est souvent le cas dans les campagnes, quand il n'y a pas suffisamment d'éducation et d'ouverture sur le monde. Cela crée des systèmes familiaux interpénétrés les uns des autres, générant beaucoup d'atavisme et des mémoires racines de tout mal et de toute perversion qui vont se retrouver dans les générations suivantes. Alors gardons cela dans le rétroviseur et avançons sur la route astrologique des liens progressivement. Dans les grandes affaires criminelles relatées au grand public, médiatisées, vous avez pu observer comme moi que lorsqu'il y avait de nombreux mois, voire des années de blocage, parfois un petit détail nouveau pouvait entraîner une reconstitution. Et j'ai observé que de ces reconstitutions, cela remettait en mouvement l'énergie du crime, l'énergie de la destruction. Donc cela permettait de refaire circuler ces énergies et de véhiculer des informations nouvelles en proposant des indices ou des révélations inédits. Aussi donc, les nœuds se défont, les langues peuvent se délier à ces instants clés et les choses s'expriment en dehors de soi.
Dans cette affaire, Grégory, si je le pouvais, je suggérerais bien une nouvelle reconstitution, bien sûr, ou des choses du style des constellations familiales, en reprenant chaque membre, tout au moins en essayant de déjouer ces liens, en essayant ainsi de faire en sorte que les entités fantômes liées à ces liens invisibles, aux énergies des personnes disparues, mais aussi aux énergies des émotions véhiculées à l'instant du crime, mais encore auparavant, qui se sont véhiculées, qui se sont, euh, on va dire, condensées, n'ont pas pu encore se libérer ces émotions. Elles sont restées dans une forme d'enfermement et elles ont été enfermées dans des secrets qui sont devenus des drames familiaux. Alors, s'il y a un secret de famille, j'ai envie de dire le plus gros secret de famille, qui est porté de génération en génération, va rester secret, comme dans toutes les familles. Sinon, cela va ébranler le système, l'équilibre du système sur lequel il repose. Et ce système est familial. Ainsi, vous pouvez noter pour ceux et celles qui ne connaissent pas que c'est un psychanalyste allemand, Bert Hellinger, qui a inventé cette méthode de constellation qui a grand succès aujourd'hui, fort heureusement. Nous avons donc un membre de la famille qui a été exclu ou oublié en raison peut-être de la gravité de son destin, peut-être une mort tragique ou une mort prématurée, un ancêtre qui peut chercher à retrouver la justice et dont la mort non assumée et non ou mal supportée par les descendants, eh bien, cette entité énergétique va confier à l'un des descendants de l'arbre, plusieurs générations après, une mission qui est celle d'appeler l'intention sur lui. C'est un fantôme, un gisant, comme l'ont dit beaucoup, notamment Salomon Chellam. Eh bien, dans ces familles où il y a des crimes, il y a obligatoirement un rendez-vous. Et ce rendez-vous se produit donc sur l'échelle de temps des générations suivantes et sur quelqu'un, notamment les plus jeunes, qui en paieront le prix. Aussi, s'il y a des difficultés de vie de certains natifs, cela vient certainement de tous ces liens transgénérationnels non soldés. Le but dans une affaire généalogique et de surcroît criminelle non résolue, c'est de déjouer tous ces liens d'intrication, ce labyrinthe finalement, dans le système familial. Et concernant l'affaire du petit Grégory, on attend beaucoup, et c'est bien légitime, de ce que la science va pouvoir apporter et faire dire quelque chose aux indices revisités. C'est ce qu'on espère tous en tous les cas. Mais il serait tout aussi profitable de s'intéresser peut-être aussi aux compensations du mensonge, du faux. Quels ont été les intérêts suffisants pour que celui-ci s'enracine dans le temps? Il va falloir chercher ce que les personnes voulaient garder comme immuable, fussent-ils être au prix d'un mensonge destructeur. Il va falloir chercher en quoi ce crime vient répéter aussi quelque chose du passé et en quoi constitue-t-il quelque chose relié à un mal racine, un malaise racine. Retenez que ce qui se passe sur une génération, c'est la partie visible de quelque chose qui a été souffrant antérieurement et qui a laissé les acteurs à l'époque sans possibilité de comprendre leur traumatisme et d'en trouver une guérison. L'équilibre est ainsi maintenu par le déséquilibre, mais s'il y a déséquilibre, cela vient dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, à un moment donné, du temps historique, de la lignée, sur une même ligne de temps, sur une même génération, une époque, des descendants vont se retrouver avec des cartes en main pour dire non, ou pour tenter de retourner ce secret de famille, le plus souvent inconsciemment. Ils vont pouvoir établir une vérité en disant, en mettant en mots cette souffrance qui a tué, cette souffrance silencieuse perpétuée. Voilà donc les dynamiques cachées que nous allons observer peut-être déjà pour commencer dans les liens entre les deux sœurs Boll. Leur relation, indépendamment du crime, est une relation très particulière que je vous invite à suivre avec moi à la lumière des astres, à la lumière des symboles. C'est une relation difficile et les personnes de ma génération et de celle des sœurs Boll ont bien vu à l'époque que la petite Muriel se sentait naturellement encline à vouloir bien faire lorsqu'on lui a donné le micro pour la première fois qu'elle a pu s'exprimer. Son attitude était celle d'une jeune ado visant le juste, certes un peu penaude dans son élocution, mais malgré tout, on le sentait, elle était heureuse d'avoir quelque chose à dire, à s'exprimer, à sauver cette vérité. En plus, elle était à la télévision, à la radio d'un coup d'un seul, elle devenait importante.
Et c'était pour elle quelque chose certainement de valorisant. Et son premier réflexe a été de se livrer avec une sincérité spontanée. En tous les cas, on a ressenti tous le spontané. Donc, au spontané, on associe de bonne aloi la sincérité. Mais dans les vidéos de l'époque, ses yeux semblaient limpides, elle semblait pouvoir dire ce qu'elle avait à dire, et déjà, ce témoignage oratoire, exercice auquel elle n'était pas spécialement habituée, montrait bien déjà ses lacunes de langage. Ce n'était pas une enfant qui avait pu apprendre à s'exprimer, avoir des capacités d'élocution. Son milieu familial n'avait pas été vu comme favorable pour une éducation facilitée, c'est bien entendu. Mais comme on dit, elle n'arrivait pas à vraiment bien aligner ses phrases. Cela dit, elle a quand même pu exprimer ce qu'elle avait spontanément à dire. Et ensuite, on a bien vu que grand mal lui a pris d'avoir osé transgresser. Peut-être c'est un grand interdit, celui d'avoir osé être elle-même. Alors, par ailleurs, nous ne voyons que les suites de l'affaire, 40 ans après, où l'on ressasse les avis contradictoires des parties, des acteurs. Beaucoup ont compris et ont focalisé sur l'erreur du juge Lambert, classé comme étiqueté comme non compétent pour beaucoup, qui a préféré ne pas la garder en garde à vue pour maintenir sa déposition ce jour-là. Il ne s'est pas douté que cette gamine allait vivre un retournement, vivre une roustre en rentrant chez elle. Et oui, elle a dû revoir sa copie et se faire fortement impressionner, influencer, pour changer sa version dès le lundi. Alors, vous comme moi, vous vous demandez ce qu'il a pu se passer pour qu'elle change de regard et de quelle trempe était la rousse qu'elle s'est prise en rentrant. À sa deuxième version, on voit bien que le ciel lui est tombé sur la tête, et c'était pourtant il y a 40 ans. Quand elle est rentrée chez elle, visiblement, la vérité n'était pas bonne à dire, et on lui a fait comprendre, tous ses aînés, ses aïeux, ses frères et sœurs, l'ont fait comprendre que, d'une façon ou d'une autre, si elle disait cela, cela pèterait tout le système si elle continuait. Bien sûr, ils avaient senti le danger. Alors on a su la convaincre, visiblement, de ne pas s'émanciper. Aujourd'hui, si elle est au clair avec ça, dans la lumière de la vérité et de la justesse, en tant que la bonne grand-mère de notre époque qu'elle incarne, la bonne mère aussi, elle pourrait savoir qu'à l'époque, elle n'était qu'une gamine, et que son beau-frère, avec son destin entre les mains, était un adulte, et qu'il était lui-même responsable de sa vie, et que elle n'est pas, plus que cela, jusqu'à preuve du contraire, responsable de sa mort. Elle peut entendre cela aujourd'hui en tant qu'adulte, elle peut s'être construite autour de cette justesse. Alors, à mon sens, la culpabilité qui mouille les yeux aujourd'hui de Muriel Boll lorsqu'elle parle de son livre et qu'elle exprime porter lors des interviews un profond sentiment de remords, non pas de la perte du petit Grégory, mais de celle de son beau-frère. Et on constate que cette femme enfant est devenue une adulte physiologiquement et psychologiquement pleine du poids du remords. Elle est remplie de larmes, ses yeux sont pleins. Elle pleure comme une petite fille qui s'en veut d'avoir fait une bêtise. Mais peut-être que la bêtise n'est pas celle qu'on croit. Alors peut-être, dit-elle, pleure-t-elle d'avoir perdu son beau-frère et d'être la cause du geste malheureux que le papa de Grégory a pu occasionner lors de ce crime. Peut-être pleure-t-elle le fait de n'avoir pas pu tout dire aussi, et de vivre dans un mensonge issu d'un traumatisme qui ne fait pas sens pour elle, et d'une violence dans les faits qui l'ont obligée à retourner sa vision, qui au fil du temps est devenue sa propre vérité. Alors il est certain qu'aujourd'hui, en raison de plein d'explications psychologiques, elle peut croire de bonne foi à cette version. Peut-être qu'elle pleure de ce qu'elle aimerait délier comme secret, ou de ce qu'elle ne comprend pas des liens, des choses qui l'ont amenée à vivre ce destin. Elle pleure parce qu'il y a un vide. Et dans ce contexte familial, notons que la petite Muriel est la cadette. Sa sœur est mariée à Bernard Laroche et il y a une différence d'âge importante entre les deux. Les comportements vus à la télévision laissent voir naturellement un ascendant logique
mais néanmoins quand même fortement autoritaire, de Marie-Ange Laroche, portée sur sa jeune sœur. Mais bon, l'ascendant parfois naturel devient encore plus fort lorsque ses aînés jouent un rôle de parents de substitution, parce qu'ils sont les bien plus âgés et que pour les plus jeunes, ça reste impressionnant, ça reste les aînés. Alors peut-être que Marie-Ange Laroche a été un modèle de jeune femme et aussi une figure parentale forte. Elle était pour cette jeune ado un modèle, elle était amoureuse et la jeune mariée de son Bernard, l'image du bonheur d'un jeune couple qui s'établit. La petite Muriel n'avait qu'à suivre. Alors, cette autorité naturelle forte a pu faire en sorte qu'elle se sente influencée et obligée d'obéir, quoi qu'il en soit. C'est ce que j'ai retrouvé dans la comparaison des thèmes que je vais vous exposer tout au long de ces podcasts. Mais avant, j'insiste sur le fait qu'au moment où elle a changé sa version, ses déclarations, elle se sentait forte, encouragée, mais n'avait pas à cet instant-là le niveau intellectuel pour inventer une histoire de la sorte. Il lui a fallu simplement le temps d'un week-end pour qu'elle apprenne à mâcher du chewing-gum en regardant le sol, pour dire qu'elle doit narguer la police et que cela a pu se rendre possible lorsque on obéit à d'autres injonctions qui sont celles du clan et du système familial. Elle a appris une nouvelle version pendant le week-end. Sa nouvelle version est bien trop différente de ce qu'elle a pu dire spontanément. Alors aujourd'hui, cela se prolonge. Elle est peut-être encore trop dans le déni pour revivre l'avant-version du lundi, et préfère porter le poids que lui assène sa famille, à savoir, si tu n'avais pas parlé, Bernard serait encore vivant. Il faudrait chercher donc, peut-être aussi, c'est une piste, qui a trop parlé dans cette famille et qui est mort d'avoir voulu révéler un secret. C'est une piste. Concernant la parole de Muriel Boll, quand elle avait 15 ans, elle a connu un revirement, elle n'a pas pu tenir sa première version. Pourquoi ? Parce qu'elle a subi une pression pour maintenir un secret de famille, à laquelle elle doit tenir vraiment fidélité. À quelle loyauté familiale a-t-elle été rappelée par cet événement ? C'est donc un niveau de lecture astrologique qui va pouvoir nous apporter d'autres éclairages. Retrouvez-moi dans le second podcast.